Bonjour Stéphane Marino Rosso. Bonjour Carole, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole, bonjour Stéphane, bonjour également aux téléspectateurs, bonjour aux auditeurs de Diaspora FM. Alors, la Cour constitutionnelle béninoise valide la Constitution, reste, j'allais dire, la promulgation de ce nouveau document par le président de la République. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que cette décision vient renforcer ou affaiblir l'état de droit? Merci Carole. Je commencerai par dire que, effectivement, comme vous l'annonciez dans votre propos liminaire, le 12 décembre 2025, la Cour constitutionnelle a rendu publique la décision 25-293 qui consacre la déclaration de conformité à la Constitution de la loi 2025-20 portant modification, complément de la Constitution du 11 décembre 1990 révisée en 2019. Alors, par rapport à la question que vous me faisiez tout à l'heure, je pense que cette décision de la Cour constitutionnelle vient renforcer l'état de droit. Vient renforcer l'état de droit dans la mesure où le processus qui a conduit à cette décision de la Cour constitutionnelle est un processus qui respecte, n'est-ce pas, donc les règles d'un état de droit, puisque les députés qui nous représentent, je voulais dire, à l'Assemblée nationale, ont décidé d'apporter des amendements. Et une fois ces amendements apportés, le test a été renvoyé au niveau de la Cour constitutionnelle pour voir si ce qui a été fait à l'Assemblée nationale est conforme. Mais il y a eu des recours également. Évidemment, je voulais en venir, il y a eu des recours et cette décision, n'est-ce pas, donc de la Cour constitutionnelle vient, n'est-ce pas, écarter tous les recours, vient régler les questions de recours parce que la décision de la Cour constitutionnelle, lorsque nous sommes dans un état de droit comme le nôtre, la décision de la Cour constitutionnelle est sans recours, comme on le dit. Et donc la Cour, à travers sa décision, a clarifié les choses et a donc consacré l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en novembre 2025. Et ces nouvelles dispositions deviennent alors, je veux dire, la norme constitutionnelle de référence à partir de maintenant. Et donc met fin à toute forme de contentieux, de recevabilité portant sur la conformité matérielle et formelle. Donc, en principe, les questions de recours que vous étiez en train d'évoquer sont donc définitivement bouclées. Et il faut maintenant passer à la phase supérieure. Maintenant, ce que je voudrais compléter, c'est que cette décision de la Cour constitutionnelle a quand même, je veux dire, des implications sur le plan politique, parce que nous allons en revenir. On va en revenir. Ma question, c'est quels sont les enjeux politiques majeurs de cette révision? Les enjeux politiques majeurs de cette révision, c'est ce que je voulais évoquer en parlant des impacts. En parlant des impacts, pour dire qu'il y aura désormais une redistribution du jeu politique avec la création du Sénat, puisque le Sénat, qu'on le veuille ou pas, devient un dispositif constitutionnel de veille du fonctionnement politique désormais dans notre pays. Et donc, ça va forcément changer les choses sur le plan politique. Maintenant, l'autre chose, c'est que au-delà de cette validation juridique ou judiciaire, il faut maintenant que, sur le plan politique, que les acteurs politiques travaillent
à ce qu'il y ait maintenant une certaine validité populaire pour renforcer la légitimité de cette réforme constitutionnelle-là. Et nous avons vu que les partis soutenant l'action du chef de l'État avaient décidé, n'est-ce pas, donc d'échanger avec les populations. On a vu certains sur le terrain. C'est vrai que ce qui a eu cours dans notre pays a ralenti certainement un peu leur élan, mais je trouve qu'ils doivent pouvoir continuer cette sensibilisation de la population pour que leurs électeurs, n'est-ce pas, donc puissent comprendre le fond de cette réforme constitutionnelle-là. Maintenant, la dernière chose que je voudrais relever par rapport à l'impact, c'est que vous savez que nous sommes déjà dans un climat politique un peu tendu, où l'opposition n'attend pas du tout de ses oreilles cette réforme-là, parce que l'opposition estime que cette réforme vient hypothéquer les questions de liberté, les questions de fonctionnement normal de notre démocratie. Et donc, cette décision de la Cour constitutionnelle va quand même contribuer également à vicier l'atmosphère politique, parce que l'opposition va encore monter au créneau pour dire la Cour constitutionnelle est à la solde du gouvernement, etc. Donc on va encore assister de plus en plus à ce type de narratif-là. Dans tous les cas, qu'on soit d'accord ou pas avec cette décision de la Cour, elle est déjà prise, elle sera promulguée et cela va rentrer, n'est-ce pas, donc en vigueur. Hugues-Hector Zogo, la même question pour vous. 14 recours à la fois déposés à la Cour constitutionnelle par des citoyens béninois et des députés à l'Assemblée nationale. Et après avoir étudié tous ces recours, la Cour trouve qu'il n'y a pas d'irrégularité par rapport à ces modifications apportées à la loi fondamentale au Bénin. Alors, la même question pour vous. Est-ce que vous pensez que cette décision de la Cour vient renforcer l'état de droit au Bénin? Depuis 1990, nous avons fait l'option de nous retrouver dans un régime démocratique avec séparation des pouvoirs, ce qui fait que les populations béninoises ont eu la chance de vivre l'expérience de ce qu'on appelle l'alternance au pouvoir, et chaque régime a travaillé à sa façon à nous faire vivre ce qu'on appelle le jeu politique dans un état de droit comme le nôtre qu'est le Bénin. Et depuis pratiquement 2016, où le président Patrice Talon s'est retrouvé à la tête de notre pays, avant même d'ailleurs qu'il ne soit élu président de la République, il avait pris l'engagement de mener un certain nombre de réformes institutionnelles. Et donc, depuis son élection, depuis qu'il s'est retrouvé à la tête du pays, il travaille avec ses partenaires politiques à nous offrir un arsenal juridique capable de permettre à notre pays de vivre ce qu'on pourrait appeler une forme de révolution de développement. Et donc, c'est sous cet angle-là que je prends la démarche des honorables députés à l'Assemblée nationale qui ont travaillé à pouvoir réviser notre loi fondamentale, laquelle loi a été donc déposée sur la table des sages de la Cour constitutionnelle pour étudier les différentes modifications apportées en vue de voir si ça répond effectivement donc à la constitutionnalité. Et vendredi dernier, donc les 11 et 12 décembre dernier, les sages se sont retrouvés à travailler d'arrache-pied, les sages de la Cour constitutionnelle. Au total, il y a eu 16 recours. 16 recours de députés, tout comme de citoyens ordinaires, béninois, qui ont trouvé qu'il y avait, au regard du test voté à l'Assemblée nationale, qu'il y avait des imperfections, qu'il y avait des limites. Et donc, l'occasion a été donnée à ces requérants-là, les 16 au total, de pouvoir défendre leur point de vue devant les sages de la Cour constitutionnelle.
Donc, ce qui a fait que cette audience a été un peu plus longue. Vous savez, tout le monde s'attendait à la décision finale. On voulait savoir, est-ce que la Cour constitutionnelle va effectivement dire le droit du côté de ces députés à l'Assemblée nationale, ou est-ce qu'il y aura peut-être des choses sur lesquelles la Cour ne serait pas d'accord et renverrait les députés à pouvoir revoir leur posture. Mais après les discussions, après les éléments d'appréciation partagés par les 16 requérants devant les sages de la Cour constitutionnelle, on se rend compte que, en fait, le dossier a été vidé. Le dossier a été complètement vidé, ce qui fait que la Cour a déclaré conforme cette loi révisée-là. Et donc, la seule étape aujourd'hui qui reste pour que cette Constitution ne rentre en vigueur, c'est la promulgation par le Président de la République. Est-ce que ça renforce notre arsenal juridique? Est-ce que ça renforce l'état de droit? Je vais commencer par affirmer en disant oui. Oui, parce que je suis parti de la conférence des forces vives de la nation tenue du 19 au 28 février 1990, où les délégués à l'époque ont essayé de voir ce qui était important pour notre pays. Ils ont réfléchi pendant pratiquement 10 jours pour sortir, je vais dire, les actes de la conférence à partir duquel les différents chefs d'État et leur gouvernement pourront parvenir à mettre le pays sur orbite. Et depuis 1990, chaque président de la République qui se retrouve à la tête de notre pays essaye de faire ce qu'il peut dans ce cadre-là. Au niveau de la conférence nationale, on a essentiellement travaillé sur 2 volets. Il y a eu le volet politique et il y a eu le volet économique. On s'est rendu malheureusement compte que depuis l'arrivée à la tête de notre pays des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo, Mathieu Kérékou et Boni Yayi, l'accent a été plus mis sur le volet politique. Ce qui fait que le Bénin était devenu pratiquement un État politique. Vous rencontrez un petit enfant de la classe de CM1, CM2, il vous fait de la politique mieux que des cours d'éducation civique. Alors, quand Patrice Talon a été élu, il a trouvé qu'il fallait aborder le second volet, qui a été quand même un point fondamental traité au cours de la conférence nationale, qui est le volet économique. Et donc, c'est en mettant en branle le volet économique qu'il s'est rendu compte qu'il y a eu plus de limites en termes de gestion. Donc, quand vous regardez son mode de gouvernance comparé aux 3 premiers chefs d'État, vous vous rendez compte que ce n'est pratiquement pas la même chose. Lui, il s'est plus penché vers le volet économique, les autres se sont retournés plus vers le volet politique, et donc le mode de gouvernance n'est pratiquement pas la même chose. Et aujourd'hui, il travaille à pouvoir renforcer l'arsenal, de sorte que les prochains chefs d'État qui vont venir à la tête de notre pays n'aient plus de difficultés à pouvoir gouverner. Parce que toute question dans notre pays, au lieu que ça soit prise sous l'angle de développement, ça se prenait sous l'angle de la politique. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé, par exemple, avec le système judiciaire. Vous voyez les magistrats qui se retrouvent en grève tout le temps. Vous prenez le secteur sanitaire, les hôpitaux, en réalité, sont vidés, alors que les cliniques privées sont fonctionnelles. Or, au niveau de ces cliniques privées fonctionnelles, les acteurs qui y travaillent, c'était eux qui devraient se retrouver au niveau du système sanitaire public mis en place par l'État à coups de milliards. Quand vous prenez le système éducatif, c'était pratiquement la même chose, où on arrive à paralyser le système éducatif pour des questions politiques. Donc, le chef de l'État ayant vécu toutes ces réalités-là, n'oubliez surtout pas qu'avant que Patrice Talon ne soit élu chef d'État, il a eu la chance de travailler avec les 3 anciens présidents, à savoir Nicéphore Dieudonné Soglo, Mathieu Kérékou et donc Boni Yayi. Et par conséquent, il a vu les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Quand lui-même il a été élu président de la République, il a vu tout de suite
les stratégies qui se mettaient en place pour le bloquer aussi dans son élan, dans la mise en œuvre de son programme de société. Et donc aujourd'hui, si on est arrivé à ce test-là, qui a été donc déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, c'est simplement parce que l'on aspire à un mieux-être sur le plan politique, sur le plan économique et tout ce que vous savez. Et donc, c'est ce qui a permis d'avoir, par exemple, aujourd'hui, l'instauration du Sénat. Vous avez vu l'environnement dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, un environnement à la limite peu tendu, bien que nous soyons dans la période électorale. Et de par le passé, quand on se retrouve dans de pareilles périodes, et c'est un peu tendu, on fait référence aux sages. Les sages, ce sont peut-être les anciens présidents de Cour constitutionnelle, des anciens présidents de Cour suprême. On va vers même l'Église catholique, on va vers les imams, en tout cas vers les têtes couronnées, pour demander à ce qu'ils puissent s'asseoir, faire appel aux protagonistes, leur parler, pour qu'on ne bascule pas vers le négatif. Et aujourd'hui, après avoir réfléchi, je pense quand même que les députés à l'Assemblée nationale ont trouvé que la meilleure formule, au lieu qu'on aille à cette option tout le temps de manière officieuse, il faut pouvoir instaurer une institution qui permet donc à ces personnalités-là qu'on reconnaît, vers qui on va d'habitude, de pouvoir siéger. Pour leur dire, oui, c'est vrai, vous aviez servi déjà le pays de par le passé, vous êtes pratiquement à la retraite, mais la nation a toujours besoin de vous. Et par conséquent, on vous consacre au sein d'une institution, on vous donne la possibilité de pouvoir prendre la parole au nom de la République. Je vous donne un exemple très simple pour que vous puissiez mieux apprécier ce dont il est question. Vous aviez vu quand il y a eu une tension ouverte entre le Niger et notre pays, le Bénin, l'ambassadeur Akonkan Gildas, il a fait ce qu'il pouvait à l'époque, mais ça n'a pas suffi. Et donc, on a vu le président Boni Yahi, on a vu le président Nicéphore Dieudonné Soglo, tous deux se déplacer vers les autorités nigériennes pour aller discuter avec elles, dans l'intention de ramener la paix entre les deux États. Et donc, quand vous voyez de ce genre de démarche, quand ils sont revenus au pays, il y a eu certaines personnes qui se sont posé la question de savoir, mais qui leur a demandé de le faire? Est-ce qu'ils sont les personnalités adéquates, capables de prendre cette décision-là? Est-ce que c'est le président de la République qui les a missionnés? Donc, je pense quand même que c'est à partir de ces questionnements de l'époque que les députés à l'Assemblée nationale ont trouvé qu'il fallait donc réellement responsabiliser désormais ces personnalités à travers l'instauration du Sénat. Ce n'est qu'un élément parmi tout ce qui a été révisé au niveau de notre loi fondamentale. Maintenant, on peut revenir sur la forme. On peut revenir sur la procédure. La manière dont les députés à l'Assemblée nationale s'y ont pris. Personnellement, je trouve qu'ils auraient dû consulter le peuple avant d'aller à cette étape-là. Ça n'a pas été fait, mais d'une manière ou d'une autre, nous aimons tous notre pays. L'important, c'est de pouvoir avancer. De manière très succincte, est-ce que cette révision répond dans le contexte politique actuel à l'intérêt général? Oui, il faut dire que le but visé, c'est l'intérêt général. Parce que quand vous regardez tout ce qui a été instauré, on ne demande pas aujourd'hui, par exemple, avec cette révision-là, qu'un chef d'État puisse faire trois mandats. Non, on demande à ce qu'un chef d'État puisse faire 2 mandats constitutionnels. Intérêt général ou politique? Non, laissez-moi finir. Donc, c'est 2 mandats constitutionnels. Alors, au cœur des 2 mandats constitutionnels, c'est vrai que désormais, il va faire 7 ans. Et on peut se poser la question de savoir, 7 ans, est-ce que ce n'est pas long? On peut se poser la question de savoir pourquoi on a mis 7 ans et on n'a pas limité juste à un seul mandat et on dit que c'est renouvelable une seule fois. On peut se poser ce genre de questions. Et ça, c'est des connotations politiques. Mais quand vous prenez un président de la République qui se retrouve pratiquement avec 5 ans, s'il n'est pas autant audacieux comme Patrice Talon, ça va être difficile pour lui de gérer. Regardez Patrice Talon qui, déjà, au cours de son premier mandat, dit qu'il ne fera qu'un seul mandat constitutionnel. Mais dans le feu de l'action, il s'est rendu compte qu'en réalité,
il a tellement de choses à offrir à son pays qu'en 7 ans, il ne pourrait pas faire, en 5 ans, qu'il ne pourrait pas faire grande chose. Il a dû être obligé de se repositionner une seconde fois. Bien heureusement que la loi fondamentale le lui permet. Maintenant, pour quelqu'un qui va faire 7 ans, je me compare toujours aux réalités de Patrice Talon. Les 2 premières années où il a été élu président de la République, il ne faisait que mettre en place, je vais dire, la fondation. Et c'est à partir de la 3e année que réellement on a commencé par voir les actions concrètes. Exactement, les actions concrètes. Donc on peut dire, s'il s'était limité juste à un seul mandat, il n'aurait eu que 3 ans pratiquement d'action visible pour ses concitoyens. Et donc à partir de ce moment, je me dis, les 7 ans, ce n'est pas si mauvais que ça, mais c'est la démarche entreprise par les députés à l'Assemblée nationale. C'est cette démarche, ma foi, qui a été un peu bancale. Et c'est d'ailleurs ça qui a suscité autant de polémiques. Sinon, quand vous écoutez les concitoyens béninois, ils sont quand même d'accord qu'il y a des limites au niveau de notre loi fondamentale parce que c'est une loi dynamique. Nous sommes dans une république dynamique et il faut, d'une manière ou d'une autre, chercher à améliorer les choses autant que possible. Oui. Intérêt général ou politique? Oui, je pense que c'est l'intérêt général. Vous aussi? Oui, c'est l'intérêt général parce que c'est l'intérêt, en fait, c'est l'intérêt général qui, en fait, l'intérêt politique est contenu dans l'intérêt général. Et l'intérêt général est sous-tendu par l'intérêt politique. Parce que tout ce qu'on fait dans l'intérêt général, ça a des visées politiques. Parce que, en fait, la politique, on ne prenons pas ça comme ceux qui sont dans leur micro-parti et qui militent. Non, la politique, c'est la gestion de l'État. Et donc, dans son essence, c'est la recherche de l'intérêt collectif, de l'intérêt général. Et donc, je reviens à votre question, cette révision de la Constitution est dans l'intérêt général. Quand on voit les aspects qui sont mis dedans, quand on prend la question du Sénat, ça va permettre de gérer les ardeurs et les humeurs des acteurs politiques qui, à un moment donné, prennent en otage, qu'on le veuille ou pas, le pays. Et qui pensent que le pays n'est qu'à eux. Ça, il faut pouvoir le signifier. Et donc, ce Sénat-là va organiser les choses de manière à ce qu'on puisse avoir une rectitude dans le mode de gouvernance. Alors, quand on prend le septennat également, je pense que Hugues a été très, très généreux en disant que le président Patrice Talon aurait eu 3 ans. Non, je pense que 3 ans, c'est même trop. 2 ans, il ne va travailler effectivement que pour 2 ans. Et donc, je trouve que 7 ans, c'est quand même raisonnable. Et puis, ce n'est pas le Bénin qui a inventé 7 ans. 7 ans de gestion du pouvoir, on en trouve ailleurs. Donc, on ne va pas, je pense qu'on ne va pas en faire un problème. Surtout que ce n'est pas que celui qui initie ou celui sous qui on initie cette réforme veut en jouir. Et tout à l'heure, j'ai vu un confrère qui a fait une belle titraille pour dire que Wilfried Ongbedji a rassuré de ce que cette loi-là ne sera pas rétroactive pour maintenir Patrice Talon au pouvoir encore. Donc, je trouve que si Patrice Talon a estimé que cette réforme-là était nécessaire et que cela devait être conduit sous sa coupole, c'est parce qu'après avoir géré l'appareil de l'État, il a compris qu'il faut aller vers là. Et pourquoi cette validation de la Cour constitutionnelle est perçue par certaines personnes comme une légitimation du pouvoir en place? Oui, c'est normal. C'est normal. Vous savez, quand c'est vous qui êtes à la marmite et que vous préparez, dès que vous prenez votre louche pour vous servir, l'autre qui est là-bas, se dit, il va se servir la grosse part. C'est normal, c'est humain. C'est humain. Mais il faut dépassionner le débat. Il ne faut pas être dans l'émotion. Il faut voir. Est-ce que c'est l'autre qui pense ou bien c'est ce qui sera ou c'est ce qui est? C'est d'abord l'autre qui pense. Parce qu'on peut être à la marmite et ne pas trouver à manger.
Il y a des gens qui servent et qui finalement disent « Ah, j'ai servi, mais moi-même là, je n'ai pas trouvé à manger. Vous êtes maman et vous savez de quoi on est en train de parler. Vous finissez. Et puis après en fait, au-delà de ce que vous mettez... On est en politique. Oui, on est en politique. Et bien évidemment, on est en politique. Ça change les choses, mais pas fondamentalement. Il faut pouvoir tenir compte au-delà de toutes ces appréhensions. Il faut tenir compte du fond, de ce qui est fait. Et ce qui est fait aujourd'hui, est-ce que ça n'arrange que Patrice Talon? Est-ce que ça n'arrange que le camp de Patrice Talon? Ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui et qui pensent que ce qui est fait au profit, n'est-ce pas, donc, de ceux qui sont là, ne resteront pas dans l'opposition ad vitam aeternam. Et donc, les lois ne sont pas personnelles, les lois sont impersonnelles. Et donc, elles vont demeurer jusqu'à ce que ceux-là qui sont dans l'opposition aujourd'hui viennent retrouver cette loi. Et ça va les avantager. Écoutez, quand on dit que les députés auront désormais un mandat de 7 ans, je veux dire, est-ce que c'est seulement pour les partis UPR et BR? Non. Si un député LD arrive à se faire élire, il jouira également de nombre d'années prévues par la loi, oui ou non? Oui. Donc, il n'y a pas à voir. C'est vrai qu'on peut se dire que tout ce qui est fait là, c'est peut-être au profit du régime en place, etc. C'est normal, c'est humain, mais il faut aller au-delà de ça et voir si ce qui est fait là, ça ne veut profiter qu'à ce régime-là. Est-ce que ceux qui sont dans l'opposition ne vont pas également en jouir? Est-ce que le peuple ne va pas également en jouir? Ce qui est clair, et Hugues le soulignait, on peut avoir des récriminations contre ou par rapport à la démarche qui a sous-tendu cette réforme-là. Et je pense que nous l'avons suffisamment évoqué pour faire une réforme constitutionnelle de cette envergure qui touche à la durée du mandat, qui touche à la création d'une nouvelle institution, il faut d'abord échanger avec le peuple, mettre au cœur des réflexions tous les acteurs politiques. Maintenant, si cela n'a pas été fait, nous sommes d'accord, si cela n'a pas été fait et que ça a été une option choisie par les députés de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale et qu'après coup, ils se sont rendus compte qu'il y a une sorte de vice dans la procédure et ont décidé d'aller échanger avec la population, il faut pouvoir, n'est-ce pas, donc comprendre et avancer et éviter d'avoir, je ne sais pas, toujours des suspicions ou des doutes par rapport légitimation du pouvoir en place ou pas? Non, je ne pense pas. Vous savez, on est dans un régime. Très rapidement. On est dans un régime de séparation de pouvoir. On connaît les attributions de la Cour constitutionnelle, on connaît les attributions du pouvoir exécutif aussi. Donc chacun se retrouve dans son couloir. C'est-à-dire que c'est un peu paradoxal, cette façon de penser un instant que la Cour constitutionnelle n'est que le prolongement de l'exécutif. C'est un peu paradoxal pour moi parce que ceux qui le disent bien souvent, ce sont encore eux qui vont saisir la Cour constitutionnelle avec des requêtes. Parce que c'est la procédure normale. Non, c'est-à-dire que s'ils pensaient, s'ils étaient convaincus que devant la Cour constitutionnelle, ils n'auraient pas raison, à quoi bon y aller? Ça voudrait dire que même ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que s'ils sont dans la démarche de, oui, la Cour constitutionnelle telle qu'elle est composée ou tout ce qu'elle va sortir comme décision, c'est dans le seul but de servir le pouvoir en place et non de servir le peuple béninois, pourquoi ils vont devant les sièges pour des requêtes? Vous, Hugues, quand vous pensez que vous n'aviez pas la certitude de gagner ou de réussir à tel concours, vous ne tentez pas votre chance? Je ne postule pas. Vous ne postulez pas? Non. C'est-à-dire qu'on se retrouve là sur des questions d'intérêt national. Et l'opposition ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui que la Cour constitutionnelle est la résonance du pouvoir exécutif. Rien ne le prouve. Parce qu'ils ont, par exemple, les médias à leur disposition, qui constituent aussi un pouvoir, à partir desquels ils peuvent dire ouvertement à la face du monde sur tel aspect
voici les éléments juridiques, voici la décision de la Cour constitutionnelle, elle ne répond à rien en termes d'objectivité juridique. Donc, par conséquent, c'est juste pour accompagner le pouvoir en place. C'est-à-dire que les politiques, il faut beaucoup faire attention avec eux quand il s'agit des questions juridiques. Quand ils n'ont pas raison, ils sont prêts à dénigrer l'institution. Ce n'est pas cette même Cour constitutionnelle-là qui leur a permis de se retrouver à l'Assemblée nationale. Des risques à long terme? Aucun risque. Aucun risque, puisque vous êtes béninoise, je suis béninois. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons la possibilité... Sur la gouvernance, j'allais dire. Évidemment, nous avons encore la possibilité de nous parler. Les opposants ont la possibilité de parler aux mouvanciers aujourd'hui. Les mouvanciers ont la possibilité de parler aux opposants. Et ce qui a été fait là, ce n'est pas pour des acteurs de la mouvance présidentielle. C'est pour le Bénin. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. On est en fait à un rendez-vous où, malheureusement, l'opposition s'est faite prendre au piège. L'opposition aurait eu un avantage terrible sur Patrice Talon si, entre-temps, elle était davantage organisée en son sein. Parce que, comme vous le savez, dès qu'on se retrouve avec un chef d'État réformateur, il y a tellement de grincements de dents. Tout ce que Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons en fait en jouir davantage. Ceux qui vont en jouir davantage, ce sont nos enfants. C'est peut-être dans 10 ans qu'on va mieux mesurer l'impact socio-communautaire. Et c'est en ce moment-là qu'on se dira, mais ça veut dire qu'il était incompris. Je ne prends que le cas de Modeste Tobula. Quand Modeste Tobula se retrouvait à casser pratiquement tout le monde, c'est vrai, je ne suis pas d'accord sur la manière avec laquelle il cassait. Il s'y est pris. Lui-même, d'ailleurs, il a reconnu sur les chaînes de télévision, il dit, oui, si on me demande de faire la même chose aujourd'hui, je le referai avec... plus de manière. Exactement. Je vais le faire avec tout l'engagement possible, mais la manière, je vais changer. Donc, Modeste Tobula, à l'époque, était pris comme l'ennemi pratiquement des concitoyens béninois. Mais aujourd'hui, c'est nous qui circulons sur les voies asphaltées. C'est nous qui nous retrouvons au niveau de plusieurs voies où on n'imaginait même pas que c'était l'espace public. Est-ce que c'est Modeste Tobula qui passe dessus? Donc, c'est de la même manière que quand il y a des réformes, il y a forcément de grincements de dents. Il y a forcément des réfractaires. Et ces réfractaires-là, bien souvent, vont dans le camp adverse. Non pas parce qu'ils partagent forcément l'idéologie, mais juste parce qu'ils sont contre celui qui est en train de faire les réformes. Donc, il y avait une couche de la société béninoise n'étant pas d'accord avec les réformes de Patrice Talon, qui voulait qu'il y ait de l'alternance. On veut quelqu'un d'autre. Malheureusement, le principal parti de l'opposition, les démocrates, s'y est mal pris. Il s'y est très mal pris. La preuve, ils ne seront pas aux élections présidentielles. Ce sont les mêmes qui ne seront pas aux élections présidentielles déclarées par la Sénat, l'institution en charge des élections dans notre pays. C'est cette même institution, dans la même configuration, qui leur donne aujourd'hui l'autorisation de pouvoir prendre part aux élections législatives. Est-ce que ce n'est pas vrai? Et pourtant, cette Sénat-là, qu'est-ce que le parti de l'opposition, les démocrates, n'a pas pu dire au moment où l'on a demandé à ce qu'ils puissent prendre le rendez-vous pour les prochaines échéances, les échéances d'après 2026. Donc c'est ça, les acteurs politiques. Ils sont juste dans de la manipulation. Quand ça ne les arrange pas, ils veulent faire de la manipulation. C'est de la communication politique. Et par finir, vous vous posez la question de savoir, si vous ne savez pas faire, vous instaurez le doute en votre sein et vous leur donnez raison. Deuxième sujet à aborder. Si vous me le permettez rapidement, je voudrais ajouter un élément à ce que Hugues était en train de dire. Très rapidement. On va aborder le deuxième sujet. Très rapidement. En vrai, et puis en vrai même, qu'est-ce qu'on appelle opposant? Opposant, là, c'est qui? L'opposant, c'est le critique. Oui. Et on a besoin de l'opposant. Oui, non, on a besoin de l'opposant dans un régime démocratique. Un opposant
Un opposant, c'est qui? Un opposant, dans la configuration politique de notre pays, un opposant, c'est celui qui... Pas que de notre pays, mais dans la composition du régime démocratique. Non, j'en viens d'abord. Dans la configuration du régime démocratique, non. Dans la configuration de notre pays, d'abord. L'opposant, c'est celui qui, à un moment donné, dans ses calculs politiques, dans son positionnement politique, n'arrive pas... N'a plus d'intérêt. N'est pas arrivé à trouver son compte dans le régime qui s'installe. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si vous le dites de cette manière-là, il y a plusieurs personnes, qui se retrouvent à partager le mode de gouvernance du chef de l'État, mais à des moments donnés qui se retrouvent dans la posture d'opposants. Non, soyons clairs. Encore une minute sur le sujet. Encore une minute, soyons clairs. Je dis que l'opposant, dans notre schéma actuel, c'est celui qui, à un moment donné, dans son calcul politique, dans son positionnement politique, n'est pas arrivé à se retrouver dans le régime qui est au pouvoir. Il se positionne comme opposant dans le souci et l'intérêt de reconquérir le pouvoir dans les mains du régime en place. Du coup, son opposition va donc intégrer l'opposition de ce qui devrait être une opposition dans un régime démocratique normal, où il cherche des failles dans la gestion ou le mode de gouvernement de celui qui est au pouvoir. Et donc, il donne l'impression qu'il se met aux côtés du peuple. Donc, dans les deux cas, celui qui est au milieu et qui est en train d'être manipulé, c'est le peuple. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler de l'intérêt général, je me dis que l'intérêt général, ce n'est que l'intérêt du peuple, qui doit être préservé par qui? Par les acteurs politiques. Par les acteurs politiques qui, à un moment donné, si on ne prend pas garde, manipulent ces intérêts-là à leur propre intérêt, à leur guise, à leur aise. Donc, quand on est là et puis les gens disent, mais non, ce que je défends est dans l'intérêt de l'opposition, il faut être très circonscrit pour dire que ce que je défends ne s'harmonise pas avec les points de vue de l'opposition, mais s'harmonise avec les points de vue de ce que pense le peuple dans son âme. C'est sans commentaire. Nous allons poursuivre avec le second sujet. Après le putsch manqué du 7 décembre, la Criette déclenche une vaste offensive. C'est judiciaire, voilà, une vaste offensive judiciaire. Alors, Hugues Hector Zogo, quel message devons-nous comprendre à travers toutes ces dernières arrestations? Je suis heureux pour ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays. Très rapidement. Je suis heureux parce que vous avez la liberté de faire tout ce qui vous passe par la tête, mais vous avez aussi le devoir et l'obligation d'en assumer la responsabilité. Et ce n'est qu'à cette seule condition-là qu'un État arrive à discipliner ses concitoyens ou ses citoyens. Ce n'est qu'à cette condition-là qu'on arrive effectivement à amorcer le développement. Regardez les grandes nations qui constituent, je vais dire, source de rêve pour nous. C'est des États dans lesquels la discipline est de mise. Vous avez la liberté de faire tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi la loi que vous avez le devoir et l'obligation de respecter. Vous savez, les questions liées au coup d'État sont des questions très sensibles. Et aucune raison ne peut justifier la prise de pouvoir par un coup d'État. Aucune raison au monde. Et quand on se réfère à notre pays, surtout qu'on a ouvert le processus démocratique, le processus électoral, pardon, et qu'on est donc en train de préparer l'alternance au pouvoir, je ne trouve même pas encore ce qui puisse pousser certaines personnes à penser, je ne dis pas à agir, mais à penser que faire un coup d'État pour renverser l'ordre constitutionnel aurait été une option pour le pays. Et donc, ces individus-là, la justice est en train de mener les enquêtes. C'est un dossier purement juridique. La justice va interpeller autant de personnes que possible qui se retrouvent mêlées à cette affaire. On pourrait se poser la question, pourquoi avoir ciblé des hommes politiques?
Pourquoi cibler des hommes politiques? Mais si ce sont des hommes politiques qui se retrouvent derrière ce qui a été commandité, on n'a pas autre choix que de les interpeller. Les hommes politiques, ils ont des avocats. C'est pas que on va vous chercher dans votre maison et puis on va vous déposer en prison. La preuve, tout à l'heure, les putschistes qui ont été arrêtés vont se retrouver devant le procureur spécial. Et bien souvent, c'est une audience publique. Donc, n'importe quel citoyen a la possibilité de se rendre à la criette pour suivre ce qui va se passer. Moi, j'aurais même souhaité que ça soit une audience diffusée évidemment, sur les stations radio et au niveau des chaînes de télévision qui le peuvent, en fonction des moyens mis à disposition par l'État béninois. Donc, ailleurs, ça se fait. Pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est effectivement passé. En fait, la question du putsch, c'est une question assez grave. C'est assez grave et on doit permettre aux concitoyens qui ne comprennent même pas la langue de travail du pays de savoir qui sont ceux-là qui ont été les ennemis de la République. Imaginez, depuis le 7, tout ce que nous avions pu vivre, si les populations béninoises n'étaient pas un peuple mature, si on n'avait pas atteint une certaine stabilité politique, je vous assure qu'on ne serait pas là. On aurait basculé dans du néant. Et jamais, avec les militaires, on arrive à obtenir le développement. Alors, Stéphane, oui. Quel message, selon vous, très rapidement? Oui, non, pas très rapidement. Pas très rapidement. C'est vous qui avez pris la parole tout à l'heure pour parler, faire la nuance sur l'opposition qui est opposant. Oui, alors, maintenant, qui ne l'est pas. Oui, qui ne l'est pas. Évidemment. Maintenant, je veux dire que, en vrai, c'est que on ne cible pas. On ne cible pas. C'est une procédure judiciaire et donc, au cours des enquêtes, lorsqu'on constate que quelqu'un est impliqué, on lui fait appel. Donc, c'est pas un ciblage. C'est pas un ciblage. Parce que si on dit que c'est ciblé, c'est comme si l'enquête était orientée dans un sens ou dans un autre. Et je pense que nous sommes dans un état de droit. Et les individus qui sont interpellés par les autorités judiciaires ont les voies de droit pour se faire entendre, pour se défendre et pour être jugé. Je veux dire plus profondément encore que, comme Hugues le disait, et Jean-Paul Sartre l'a si bien dit, l'homme est totalement libre, mais entièrement responsable. Entièrement responsable. Et lorsqu'on est dans un État démocratique et que l'État de droit vous offre des possibilités de jouir de votre liberté, on ne doit pas oublier que notre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Ne sommes pas la liberté d'expression ne signifie pas que on va tout dire à tout va ou on va tout faire à tout va. La liberté d'agir. La liberté d'agir, évidemment. On doit tout faire. Et puis, ceux qui sont interpellés, quand je prends les mandats d'arrêt internationaux qui sont lancés contre un certain Kémy Séba, contre Korogoné. Vous voyez, Kémy Séba, par exemple, quelques minutes après l'annonce du coup d'État, on l'a vu réagir dans un comportement très jouissif, avec un faciès qui va avec, il jubilait presque. Un Béninois qui se réjouit sur d'un coup d'État et qui appelle même les autres. C'est suffisamment grave. Et quand on prend quelqu'un comme Korogoné aussi, qui déjà la veille publie un message évocateur sur sa page évidemment. Facebook. Et puis après, lorsqu'on lance le mandat d'arrêt, voyez-vous, il revient et voyez l'aisance, la condescendance et pratiquement même le mépris avec lequel il parlait du chef de l'État. Je trouve que au-delà de la politique, il y a des questions d'éducation. Quand vous êtes un acteur public, ce que vous dites est envoyé dans le public. Et lorsque les jeunes qui sont sur TikTok voient une personnalité politique parler du premier responsable de notre pays de la sorte. Non, pas une personnalité politique. C'est trop lui donner de voilà, je veux dire ça. Non, c'est pas une personnalité politique. Je veux dire ça comme vous avez des voyous qui se retrouvent en politique parce qu'ils n'ont pratiquement pas autre chose à faire. C'est pas Hector, vous n'avez pas la parole là. C'est pas rapidement. Oui, c'est pas bien. De toutes les façons, s'ils ont eu la latitude de dire ce qu'ils ont dit,
je pense qu'ils doivent être assez responsables, même si on ne les appréhendait pas quelque part pour les ramener. Ils doivent pouvoir venir véritablement répondre et donner même la preuve de ce qu'ils sont, leur affirmation. Voilà. Maintenant, pour les autres arrestations de candidats Zanaï et puis de Tchabi Yahi, bon, je trouve que la justice les a interpellés. L'enquête suit son cours. On va laisser les juges faire vraiment leur travail. La dernière question, oui. Cette situation peut-elle influencer le climat politique quand on sait qu'on est à la veille des élections générales? Forcément, premier élément, ça va influencer, ça va agir sur le climat politique parce que ceux qui sont dans l'opposition vont durcir forcément le ton. Ils vont durcir le ton. Et d'ailleurs, on a vu déjà le parti LD qui a sorti un communiqué et qui demande qu'on libère sans condition Tchabi Yahi. Bon, donc le ton sera durci. Vont-ils exploiter ça à leur avantage ou carrément subir forcément, vous savez que les acteurs politiques ou les acteurs de l'opposition ont toujours eu ce flair-là d'utiliser la victimisation comme arme pour manipuler, n'est-ce pas, donc le peuple. Donc forcément, on va pouvoir utiliser ça. Mais je veux dire que lorsque le dossier est dans la main de la justice, chacun doit rester dans son couloir et laisser la justice faire son travail jusqu'au bout pour nous donner, n'est-ce pas, donc, les éléments de fond afin que nous puissions construire un narratif cohérent par rapport à ce qui se fait et ne pas vexer, n'est-ce pas, donc, dans l'émotion et peut-être dire encore des choses qui vont aggraver la situation du pays qui n'est pas encore ce que ça doit être. Hector Zogo. Oui, je pense quand même que c'est fondamental la question que vous posez. Est-ce que le climat politique va se détériorer? Ça dépendra donc de la manière dont la justice va prendre le dossier. Vous savez, ceux qui nous ont mis dans ce pétrin-là, c'est ceux qui ont ouvert la boîte à Pandore pour qu'on parle de coup d'État. Ils savaient pertinemment qu'on était dans un processus électoral. Ça aurait dit qu'ils voulaient un chaos pour notre pays. Parce que déjà, le processus électoral, c'est un processus assez sensible. La période électorale a toujours été une période sensible. C'est pas que chez nous au Bénin, c'est partout ailleurs dans le monde. Même aux États-Unis, quand on parle de période électorale, c'est une période très sensible. Et donc, c'est une période au cours de laquelle on demande à chaque partisan de faire très attention aux mots qu'il va utiliser. On demande aux acteurs politiques, surtout les leaders d'opinion, de faire aussi très attention, de prodiguer de meilleurs conseils à leurs militants, tout ça. Et donc, quand déjà cette période-là, c'est une période de stress, et que vous venez encore pour ouvrir un dossier aussi sensible qu'est un coup d'État, vous imaginez un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Bénin. N'eût été la sagesse des Béninois. N'eût été la sagesse des Béninois, peut-être qu'on se serait retrouvé déjà dans le chaos. Parce que ailleurs, on n'a pas pu vivre peut-être le 10e avant que tout ne bascule. Donc aujourd'hui, moi, je salue la clairvoyance des compatriotes béninois et je vais demander aux juges de rester assez impartial dans le traitement de ces nombreux dossiers qui se retrouvent devant leur table. Parce qu'ils sont les seuls habilités à pouvoir dire telle personne est coupable, telle ne l'est pas. Maintenant, quand je reviens très rapidement sur le communiqué sorti par le Parti Les Démocrates, c'est pour que vous puissiez comprendre que ce parti-là nous présente toujours quelque chose d'exceptionnel, quoi. On ne peut pas sortir un communiqué pareil sans pouvoir le signer. Un communiqué où on dit il faut libérer telle personne et sans condition. Et le communiqué ne porte pas de signataire. On met juste un cachet. Vous voyez au niveau du cachet le président, mais le communiqué n'est pas signé. Ça voudrait dire que même là, ils sont conscients que ce qu'ils demandent à la justice, ça ne doit pas se faire. Parce que s'ils sont responsables, s'il y a en leur sein un acte responsable qui leur permet de dire oui, on peut demander à la justice de le libérer immédiatement sans que les enquêtes ne se poursuivent, mais on doit pouvoir signer et on saura celui qui a signé ce communiqué-là. De quoi ils ont peur? Les communiqués, de par le passé, ces communiqués étaient signés.
Pourquoi aujourd'hui ça ne se signe pas? Bon, La question reste posée. La question reste posée. Et je veux juste compléter quelque chose pour dire que les acteurs ou les instigateurs de cette affaire-là, je veux dire même que c'est un acte de sabotage. C'est un acte de sabotage parce qu'on sait qu'on est en période électorale, qui est une période sensible. Comment organiser un coup d'État dans une période électorale? C'est fou, quoi. C'est fou. Ça ne se comprend pas. Ensuite, vous savez, on est en décembre et puis en janvier, exactement, il y a c'est déjà la fin d'année où la situation sécuritaire n'est pas bonne. Et c'est cette période-là que les gens veulent exploiter pour faire un coup d'État. C'est fou. Moi, je pense qu'ils n'ont pas pensé au pays. Ils ont évidemment. Ils ont juste pensé à la personnalité du président Patrice Talon, pensant que c'est à lui qu'ils voulaient faire du mal. Il y a le 10 janvier qui est là, le vaudou où on a des gens qui viennent pour voir le pays, pour voir si tout va bien, etc. Voyez-vous, on veut donner l'impression. Et puis les gens font la communication sur les réseaux pour dire que la situation n'est pas encore calme, etc. C'est quand même grave. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Dans de bonnes conditions au Bénin, je crois que ça rassure de plus en plus. Oui, ça rassure de plus en plus. On n'a plus le temps d'en parler. C'était le troisième sujet. Nous devons continuer par nous envoyer de très bonnes ondes. Parce que la présence du chef de l'État aux côtés de notre sœur, c'était une manière de communiquer également. Et c'est un président comme ça qu'on veut faire un coup d'État. Non, ça dit que nous allons poursuivre avec l'horoscope. Quand c'est bon et quand c'est beau, il faut pouvoir le dire. C'est un homme comme ça, on veut faire un coup. Je trouve que c'est quand même extraordinaire ce qui se passe. Le chef de l'État, c'est extraordinaire. Le chef de l'État a souhaité qu'à la fin de son mandat constitutionnel, il puisse être porté en triomphe. Je crois que ce coup d'État-là a été l'élément qui viendra le porter en triomphe. Parce que nulle part ailleurs, un coup d'État ne s'est organisé en période électorale en fin d'année. C'est-à-dire 2 périodes sensibles. C'est arrivé. Et puis, le troisième élément sensible, c'est que les putschistes sont parvenus à se saisir de la chaîne nationale. Ils ont fait leur déclaration pour dire il y a coup d'État désormais au pays. Et en intervalle de quelques minutes, tout a basculé en leur défaveur. Ça voudrait dire que le président, d'une manière ou d'une autre, il porte en lui l'âme du pays. L'âme du pays, voilà, vous l'avez très bien dit. Merci Hugues Hector Zogo. C'est moi qui vous remercie. Merci Stéphane. Avec cette douce yeux. Non, ça me plaît bien. Non, je voulais finir par une pensée de la Bible. On dit qu'ils ont voulu me faire du mal, mais l'Éternel l'a tourné en bien. L'Éternel l'a tourné en bien pour notre pays. Heureusement pour nous tous.